à peine 30 ans, Anna Polonsky a déjà eu 1000 vies. Française basée à New York, elle est à la tête de Polonsky & Friends, une agence de stratégie et de design spécialisée dans la sphère culinaire avec des projets sur les 2 continents. Anna Polonsky, c'est la synthèse parfaite de la culture française et du cool à l'américaine, toujours pile dans la tendance, mais sans sacrifier ses valeurs. Une femme qui change le monde à travers la gastronomie, en challengeant les grandes marques et en accompagnant les chefs indépendants. Plus qu'un cabinet conseil, son entreprise est une plateforme de réflexion sur tous les enjeux majeurs de notre époque, de la diversité à l'inclusion, en passant par le développement durable. Dans cet épisode, Anna nous démontre que l'engagement a de beaux jours devant lui. Un message plein d'espoir qui fait du bien. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Anna Polonsky dans Girls in Food. Bonjour Anna Polonsky. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc, Anna Polonsky, je suis consultante et directrice artistique pour tout ce qui touche à la cuisine et la restauration. Et je suis basée à New York depuis 13 ans maintenant, mais je fais beaucoup d'allers-retours entre Paris, New York, Londres. J'ai pas mal de clients en Europe. Voilà. Ok. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans ta famille quand tu étais enfant ? Immense. Ah, J'ai un papa qui est un très très grand cuisinier qu'on a approché souvent pour ouvrir des restaurants, mais qui ne l'a jamais fait, qui en revanche a fait partie d'un club gastronomique qui s'appelle l'Académie des plats canailles. Et voilà, et qui m'a toujours vraiment sensibilisée à la cuisine, aux produits, aux traditions, etc. Et puis j'ai aussi dans ma famille mon oncle et ma tante qui étaient en charge de Bragard, qui est la marque d'uniforme pour beaucoup mais de bien sûr, restaurants ouais. gastronomiques. Voilà, donc eux qui sont aussi des figures très importantes pour moi et qui m'ont pour le coup beaucoup exposée à donc l'art de la table, la gastronomie, tout ce qui est fine dining, je dirais. Est-ce que justement chez toi il y avait un plat du dimanche particulier quand tu étais enfant ? Oui, alors c'est pas très original, mais c'était le poulet rôti et pommes au beurre. Ça reste mon plat préféré aujourd'hui. Et est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver quand tu étais petite ? Alors avant de savoir qu'on pouvait travailler dans la gastronomie sans être chef, parce que c'est quand même quelque chose d'assez récent finalement, Mmh. je pensais vouloir être dans la mode. Donc j'ai fait beaucoup de stages, j'étais très passionnée. Mais en fait, ce qui m'intéressait vraiment dans la mode, c'était l'artisanat, quoi. C'était la création. Et finalement, ce que je fais aujourd'hui touche aussi à l'artisanat, mais dans un domaine Ouais. différent. Oui, pas trop la production à grande échelle, plus le Non, j'étais fascinée par le stylisme, fascinée ouais. par les tissus. Toute la famille de mon père et aussi ma tante qui était donc la directrice de création chez Bragard, ils ont toujours travaillé dans les tissus et dans la création, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, ouais. Et quel a été ton tout premier job ? Alors mon premier job payant, hein, donc pas des stages, c'était serveuse dans la restauration. Je travaillais pour un restaurant français à New York qui s'appelait La Sirène, qui n'existe plus, mais ça m'a beaucoup appris, beaucoup influencé. Ah! Et donc on comprend que tu as baigné dans le milieu de la gastronomie, assez jeune, mais comment concrètement tu es passée de cet environnement familial à, travailler vraiment dans ce secteur-là? Ouais. Alors, bah, comme je le disais, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, mais c'est vrai que jusqu'à, enfin, il y a 10-20 ans, en gros, soit tu étais chef, soit tu avais un restaurant. Il n'y avait pas encore tous ces métiers qu'on fait nous aujourd'hui autour de l'image, la communication, les concepts. Donc j'y avais pas vraiment pensé. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait de plus en plus de stages dans la mode et j'étais de plus en plus découragée. C'était pas pour moi. En fait, comme je le disais, moi, ce qui m'intéressait, c'est l'artisanat, mais ayant étudié plutôt la communication, j'étais à Sciences Po. Euh, les métiers qu'on proposait, c'était plus autour du marketing, vraiment le petit milieu mode, Mmh. j'y étais pas du tout heureuse. Et donc en 2008, au sein de mon école, je suis partie à New York faire un dernier stage dans le luxe.
Et j'ai fini par démissionner de mon stage. J'étais vraiment, c'était un peu Ah oui. le diable s'habille en Prada. J'étais en classe tous les jours. Ouais. Et du coup, il me restait quelques mois à New York. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler dans un restaurant. Et c'était une super expérience parce que ça m'a confirmé que je voulais vraiment travailler dans ce secteur, mais qu'en même temps, je ne voulais pas du tout travailler dans un restaurant. C'était pas pour moi. Et donc, quand je suis rentrée en France pour commencer mon master, j'ai une femme formidable qui s'appelle Patricia Ziza, qui est un peu une de mes mentors, qui était la partenaire de Paul Bocuse et qui a vraiment, c'est elle qui a créé la marque Paul Bocuse, c'est vraiment elle qui a un peu créé le concept même de Star Chef en fait. Et voyant que je m'intéressais au secteur mais que je voulais faire autre chose, elle m'a présenté à Francis Taube, des cocottes Staub. Et Francis, on a fait un super déjeuner. Il m'a vraiment aiguillé. Il m'a dit, je pense qu'il faudrait que tu rencontres ce mec, Alexandre Camas, qui a une petite boîte qui s'appelle Le Fooding. Et voilà, the rest is history, comme on dit en anglais, on va en parler, mais il faut comprendre qu'à l'époque, enfin, le fooding, évidemment, existait depuis déjà peut-être 7-8 ans, mais c'était pas aussi gros que ce qui était aujourd'hui, et c'est vrai qu'à Sciences Po, ils étaient un peu bouche bée, que ce soit mon choix pendant le master. Tout le monde est parti chez L'Oréal, et moi, je suis partie au fooding. Alors justement, au fooding, tu y as passé 7 ans dans des fonctions très différentes. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quand tu es rentrée au fooding, qu'est-ce que tu faisais? Donc au début, tu étais basée à Paris, mais assez rapidement, je crois que tu es partie à New York. Enfin, raconte-nous Ouais. un peu les débuts. Donc au début, j'ai commencé en stage. J'étais en stage au guide, vraiment sur la partie média. Et puis, ça s'est très vite, très bien passé. Alexandre et Marine Bidot, qui est son associé au fooding, ont décidé de m'embaucher vraiment pour coordonner toute la partie guide. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi, en parallèle de mon master à Sciences Po. Et puis à ce moment-là, Alexandre a pensé que ce serait pas mal que je fasse au business. Donc, il a commencé ils m'ont plus formé sur la gestion client, le concept, etc. Et puis, les 10 ans du fooding s'approchaient et on a fait un brainstorm d'équipe et on s'est dit que ce serait super de juste faire un coup comme ça, un événement à New York pour les 10 ans, pour frimer et montrer qu'on peut faire des trucs super. Et finalement, l'engouement des sponsors a été tel qu'on a fini par avancer cet événement. On l'a fait pour la 9e année du fooding. Et donc, assez rapidement, moi, comme je le disais, j'avais déjà vécu là-bas un an et donc je me suis proposé d'aider à développer. Et voilà, donc Alex et Marine m'ont envoyé à New York. Et on a développé ensemble la branche et j'ai fini par y rester jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et développer le fooding aux États-Unis, en quoi ça consistait Est-ce que c'était faire connaître la marque fooding au marché américain? Est-ce que c'était trouver des restaurants à référencer? Enfin, Alors, on n'avait pas de médias aux États-Unis, on n'a jamais lancé le guide. Donc, c'était vraiment la partie événementielle. On faisait des grandes, grandes fêtes gastronomiques. C'était des événements de 2000, 3000 personnes entre New York et Los Angeles. Donc, il y avait vraiment toute cette partie événementielle. Les histoires d'événements changeant d'un événement à l'autre. Parfois, on célébrait... notre premier événement, c'était vraiment la célébration du lien historique entre Paris et New York. On a fait des choses qui parlaient de la tendance farm to table en Californie. On a fait... Enfin, c'est ça qui était vraiment excitant au fooding, c'est que même quand c'était simplement de l'événementiel, il y avait toujours de l'éditorial quelque part. Et puis en parallèle des événements fooding, on faisait aussi beaucoup de conseils en marque blanche pour nos partenaires, donc des marques comme Mastercard, Veuve Clicquot, Jameson, San Pellegrino. Donc moi, je m'occupais aussi beaucoup de trouver de l'activation pour eux, faire du concept, faire du réseau pour eux, etc. Donc c'est vrai que ça a été vraiment l'expérience formatrice de ma vie, je dirais, le fooding, parce que j'ai appris à la fois l'éditorial, à la fois la direction artistique, puisque sur les événements, il fallait travailler avec Marine sur la scéno, le graphisme, etc. Mais aussi vraiment, j'ai appris le business au fooding, comment travailler dans le cool et dans ce qui est un peu niche, tout en pouvant gérer des grandes marques et des gens très sérieux. Et est-ce qu'il y avait justement un de ces domaines d'activité qui t'intéressait plus particulièrement? Déjà à l'époque, ou alors est-ce que, comme c'était relativement neuf, tout t'intéressait?
Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 7 ans au fooding, je ne voulais plus faire d'événementiel. Donc ça, c'est ce qui m'intéressait plus. En même temps, c'est quelque chose, je pense, c'est un peu comme le vélo. Une fois qu'on a commencé, c'est dur de s'arrêter. Aujourd'hui, je continue à en faire parfois pour le plaisir. Je pense que les événements, c'est la meilleure façon de faire passer un message et de réunir des gens autour de quelque chose. Mais je voulais plus faire ça comme activité principale. C'est vraiment un métier très difficile, énormément de stress. Ouais. Tu dépends de tout sauf de toi, en fait. C'est-à-dire que même si tu Mhm. fais ton boulot parfaitement, si au final il pleut ou si un ingrédient est mauvais ou si un chef est de Ouais. mauvaise humeur. Donc je trouvais ça Ça peut extrêmement gâcher la fête, stressant. ouais. Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'après le fooding, j'ai voulu me recentrer plus sur la partie conseil. Il y a aussi quelque chose, c'est que j'adorais travailler avec les chefs, mais je voulais plus être dans une position de leur demander des faveurs. Pour les événements, je voulais que ce soit eux qui me demandent des faveurs. Euh, donc c'est un peu comme ça naturellement que je me suis mise dans le conseil pour la restauration. Et puis après, c'est vrai que la partie artistique, j'ai mis quelques temps à avoir le courage de me lancer là-dedans. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais au fooding, c'était vraiment Alexandre et Marine, les directeurs de création. Et puis voilà, quand je suis partie, je me suis dit, il faut se lancer. Je savais pas grand-chose, mais j'avais vu les pros en action et c'est vrai que je me suis Mm. beaucoup épanouie là-dedans depuis. Et justement, donc quand tu as quitté le fooding, tu as créé une entreprise, donc qui était un studio. Alors je ne sais pas s'il est toujours en activité, mais un studio de design spécialisé dans voilà le lifestyle, l'aménagement d'intérieur, l'identité de marque. Alors ce projet, il est né comment? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, parler du type de projet que tu gérais dans ce cadre-là? Tout à fait. Donc en fait, quand je suis partie du fooding, c'était en 2014, je crois. Euh, je savais pas trop quoi faire. C'était pas évident. Enfin, ça paraît récent, mais même à ce moment-là, il n'y avait pas encore autant de possibilités qu'aujourd'hui, Mm. sans être dans l'opérationnel. Et puis le fooding, c'était tellement exceptionnel, enfin, d'avoir à la fois cette partie business, cette partie artistique, ce réseau de chefs, ce réseau d'artistes, c'était assez unique. Donc je savais pas trop ce que je pourrais faire de mieux en vérité après. Donc quelques temps, en attendant de trouver, je me suis mise à faire du freelance pour quelques chefs amis que je connaissais. Je leur apprenais à faire leur propre communication pour les restaurants. Et puis, Mm. en faisant ça, j'ai réalisé qu'en fait, souvent, quasiment toujours, le problème, c'était pas vraiment, c'était même pas la presse, la communication, c'était il y avait pas de cohérence dans leur offre. Alors parfois, il y a des génies et des visionnaires, on les connaît, qui savent tout faire, à la fois la nourriture, la déco, l'histoire, etc. Et puis Mm. parfois, il y a des chefs formidables qui sont incapables de mettre des mots sur ce qu'ils font, ou qui savent pas forcément briefer leurs équipes, ou qui font tout eux-mêmes sans savoir le faire. Donc, je me suis dit qu'en fait, ce qui manquait à ce moment-là, et vraiment ça existait peu ou pas, c'était une agence 360, ce qui existait dans toutes les autres industries, mais pas pour la restauration. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé MP Shift. J'ai amené une amie proche dans l'histoire, Amy, on a monté ça ensemble. Et donc, on faisait voilà, très concrètement du concept positionnement, de l'identité visuelle, de l'architecture d'intérieur et de la stratégie marketing. Ça n'existe plus, j'en suis partie et je vais t'expliquer pourquoi. Mais ça a très très bien marché. Et c'est ce qui est marrant parce qu'au début, tous mes amis français, chefs, me disaient mais c'est ridicule, qui aurait besoin d'une agence pour créer un restaurant? Enfin, c'est vrai que c'était assez loin de la mentalité française. Et voilà, je pense qu'on a réussi à prouver avec MP Shift qu'encore une fois, tout le monde ne sait pas tout faire et que c'est parfois pas une mauvaise idée de s'associer avec des C'est bien experts sûr. et qu'en plus, on pouvait faire les choses tout en restant authentique. Enfin, la fierté d'MP Shift qui reste ma fierté aujourd'hui, c'est qu'on ne voulait pas avoir de style signature. Donc, l'idée, c'était pas d'imposer des tendances ou d'imposer des choses qui marchent sur les chefs, c'était vraiment de traduire leur vision à eux. Donc en Ah, termes c'est de hyper intéressant. ouais, et ça existait pas vraiment. D'ailleurs, ça existe toujours pas vraiment, hein. Il y a plein de designers extrêmement connus, bien plus connus que moi, etc., qui sont d'ailleurs hyper talentueux, mais qui sont plus intéressés par développer leur art à eux que vraiment travailler pour un chef. Qu'être au service oui, C'est ça, exactement. du chef et du restaurant. Ouais. Donc en termes de projet, on a fait un peu tout. On a fait à la fois des choses toutes petites, mais réjouissantes pour des chefs indépendants, des identités visuelles, des logos, des décos. On a gagné un prix qui s'appelle le James Beard Award pour Ouais, le prix le plus prestigieux qui existe aux États-Unis sur l'industrie food. Ouais, ils appellent ça les Oscars de la food, même s'ils Exactement. sont un peu, ils sont un peu remis en question en ce moment en termes de diversité
de point de vue, etc. Mais non, mais c'est vrai que ça a été exceptionnel pour l'agence d'avoir ça. Et ça, c'était pour la déco du restaurant d'une chef que j'adore qui s'appelle Camille Becerra. Ça s'appelait De Maria à Soho. On a fait, j'avais des clients en France aussi. Hein, on a fait pas mal d'identité visuelle en France, notamment pour une boulangerie super à Belleville qui s'appelle Le Petit Grain, pour un restaurant gastronomique dans le 16e qui s'appelle Comis. Donc pas mal de graphisme. Echo dans le Sentier, qui est Ouais. vraiment qui est d'ailleurs toujours un ami, toujours un client que j'adore. Donc ça, on a fait à la fois le concept, positionnement avec lui, et puis graphisme et marketing. Mhm. Et puis parfois des choses un peu différentes. On a fait un énorme événement pour Google qui, pour les 10 ans de leur app, Google Translate, voulait créer un restaurant international autour de la nourriture, avec cette idée que la nourriture, c'est le langage que tout le monde parle. Donc voilà, c'était un peu des grandes marques, des petits chefs, de l'activation, de la créa, un peu de tout, et ça a été une super expérience. Pour revenir sur la création de cette entreprise, est-ce que tu t'étais toujours dit qu'un jour tu aurais ta propre entreprise, enfin tu serais entrepreneur, ou est-ce que c'est plus l'évolution naturelle de ton métier qui fait que tu as créé ton entreprise? Je pense que c'était un peu des deux. Enfin, mes deux parents sont à leur compte, donc c'est vrai que j'ai un peu grandi avec ce modèle de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, En même temps, j'étais pas conceptuellement opposée à travailler pour une boîte, mais je pense que mon problème et peut-être ma force aussi, c'est que j'ai toujours aimé être versatile, polyvalente. J'ai jamais voulu vraiment choisir. Je pense que je serais très malheureuse de faire uniquement du business sans de la création, et à l'inverse, Ouais. j'aurais pas non plus été une artiste. Donc partant de ça, il y avait pas beaucoup d'opportunités traditionnelles, et j'ai eu Mm. du coup beaucoup de chance de trouver le fooding comme première expérience, puisqu'on me permettait de faire tout ça. Et une fois qu'on prend goût à ça, je pense que c'est compliqué de revenir en arrière. Après le fooding, j'ai un peu regardé, mais j'avais aucune fiche de... Enfin, mon profil ne correspondait à aucune fiche de poste. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix. Donc tu l'as créé, Il voilà, fallait que je ton poste crée sur mesure. exactement, vraiment. Et parle-nous de la transition entre The MP Shift et Polanski and Friends, qui est ton agence actuelle. Alors, ouais, donc MP Shift a vraiment bien marché. Et en fait, avec tous ces prix qu'on a eus, ça fait un peu frimeur de dire ça, mais bon, c'était vrai. On a grossi assez soudainement à un moment donné. Et puis, ben, c'est le problème, je pense, enfin, c'est en tout cas la vie de toute agence, c'est que plus tu grossis, plus il faut embaucher, plus tu embauches, plus il faut des gros clients. Et tout se passait bien, mais c'est vrai que pour moi, en fait, on s'éloignait de plus en plus des clients qui m'intéressaient dans la gastronomie. On travaillait beaucoup plus avec des développeurs immobiliers qui voulaient par exemple faire des food courts pour faire la promotion de leurs unités résidentielles. C'était que des gens très bien, mais on était de moins en moins voilà, dans des interactions avec des personnes de passion. Et Ouais, ou des petits projets, ou des chefs un peu plus indépendants. c'est ça. Et je suis pas, enfin, par ailleurs, je suis pas du tout contre les gros projets, mais il faut qu'il y ait une vraie passion. Enfin, moi, je viens de la nourriture, je viens pas du design, je viens pas d'une école de commerce. Vraiment, je suis là-dedans pour la bouffe. Donc j'avais besoin de travailler avec des gens comme ça. Et c'était un peu la différence entre mon associée et moi, parce qu'elle ne venait pas de la gastronomie, elle était plus, ça l'intéressait plus de faire des projets, des grands projets. Et ce que je comprends, parce que ça permet aussi de faire plus de choses parfois. Mais, Mm. euh, Ouais, bien mais sûr. il y a eu une déconnexion à ce moment-là. Et puis c'est vrai qu'on était aussi en plein Trumpisme aux États-Unis. Le monde était chaotique. Et j'ai eu un peu une prise de conscience en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'aide à ouvrir des food courts en ce moment? J'ai eu envie de revenir un peu au b.a-ba de la bouffe, quoi, qui est quelque chose de plus simple, qui doit réunir les gens et qui doit créer un impact positif. Donc, c'est pour ça que je suis partie d'MP Shift. Du coup, on a Mm. arrêté, l'agence n'existe plus. Et j'ai créé Polanski and Friends qui pour moi, a cet impact-là. C'est-à-dire je propose les mêmes services, encore une fois, du concept, de la créa, de la déco, etc. Mais j'ai vraiment décidé de me concentrer sur des clients soit carrément activistes, vraiment, vraiment engagés dans la gastronomie, soit à minima Ouais. passionnés. Donc c'est quand même un spectre assez large. Hein. J'ai encore aujourd'hui un mix
petits chefs indépendants, artisans, et aussi de groupes de restauration un peu plus grands, et aussi d'ONG. Et puis même des marques qui parfois viennent pas forcément de ça, mais ont envie de développer une verticale d'impact. Mais c'est, je dirais, le point commun entre tous mes Mhm. clients, et ça a été un bon critère. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate. C'est passionnant de travailler avec des gens passionnés. Et tu peux nous donner des exemples de projets sur lesquels tu as travaillé parce que là, donc, tu as lancé ta nouvelle boîte en 2019, je crois. Et du coup, est-ce que, enfin voilà, sur quel type de projet tu peux nous donner des exemples peut-être? Oui, bien sûr. Eh ben, mon premier client, figure-toi, est pas français, mais basé en France, c'est James Henry, Mhm. qui est un formidable, en tout cas selon moi, un formidable chef australien qui était Ouais. le chef de Bones à Paris. Et puis, il s'est lancé avec Sean Kelly, c'est son associé, qui est aussi un super chef. Ils travaillent ensemble. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de monter une ferme hyper éco, vraiment autour des principes de l'agriculture régénératrice, dans une propriété familiale incroyable à 45 minutes de Paris, à Saint-Vrain. Ça va s'appeler le Doyenné, et donc ce sera à la fois ferme potager, restaurant bistronomique, et hôtel. Donc ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble là-dessus. Nous, on a fait toute la partie identité visuelle, positionnement, site, etc. Euh, Super exemple, voilà, de chef hyper passionné, lui et Sean, avec une vraie ambition d'impact, de pédagogie. Après, cette année, on a fait pas mal de vins. Euh, Mhm. on travaille en ce moment, par exemple, sur le domaine d'Aussière, dans le Languedoc, qui est passé en grande partie au bio, et qui est en train de passer tout en bio. Et donc, on les a aidés dans cette transition, encore une fois, et sur le message et sur le visuel. Euh, Mhm. Après, c'est vrai qu'avec Covid, j'ai fait aussi beaucoup de projets d'activisme. On a lancé toute une campagne l'année dernière qui s'appelait Ask Chefs Anything, Ouais. qui rassemblait plein de grands noms de la cuisine. Alors, aux États-Unis, c'était par ville. On a fait des éditions. On a fait 12 éditions aux États-Unis, New York, LA, Miami, etc. Et à chaque fois, l'idée, c'était de proposer des sessions de 30 minutes avec des chefs. Et tous les profits servaient à. On donnait ça à des ONG qui aidaient les immigrants de la restauration aux États-Unis, Ouais. parce que c'est une population qui n'a pas du tout été aidée par le gouvernement. Et puis, quand il y a eu l'explosion à Beyrouth, on a décidé de faire une édition internationale aussi. Euh, donc voilà, quoi d'autre, enfin, il y en a plein, beaucoup de déco en ce moment. Je fais beaucoup de déco. Je collabore d'ailleurs avec mon mari sur pas mal de restaurants. Il est Ah. céramiste et chef. Euh, et donc plutôt des petits restaurants indépendants aussi. Mais donc ouais, c'est vraiment un mix. En fait, je trouve que le positionnement de Polanski and Friends, on le retrouve, enfin, à ma connaissance en tout cas, ça n'existe pas dans les agences françaises. C'est-à-dire que cet angle où les valeurs, quelque part, sont au centre du message, je n'ai pas là, enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que tu aurais pu créer cette agence en France, ou c'est vraiment parce que aux États-Unis, il y a une maturité sur ce sujet? Je pense que Alors, je pense qu'on est un peu mieux lotis en France en termes de valeurs à la base. Ouais. Bon, c'est un petit peu prétentieux de dire ça en tant que Française, mais c'est vrai que je pense qu'on a quand même, c'est une vieille culture gastronomique avec Mmh. historiquement une agriculture un peu plus raisonnée, plus un Mmh. souci de qualité. C'est vrai on a un système de junk food beaucoup moins développé. Donc je pense que historiquement, en tout cas sur certains sujets, il y avait moins de problèmes. Après, je pense que la cuisine française doit se remettre en question sur plein de choses en termes de valeurs, hein. On parlait de diversité, c'est un des sujets. Ouais. Éthique de vie, équilibre vie-travail. Enfin, il y a quand même juste des problèmes internationaux dans la restauration, français ou pas Mmh. français. Mais oui, je pense qu'à la base, si j'avais lancé ça, on m'aurait un peu dit en France, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Évidemment que les valeurs sont au centre. Voilà, il y aurait. Et on n'a pas besoin d'en parler pratiquement, mais Ouais, oui, voilà, mmh. que ce soit vrai ou snob, mais je pense qu'il y aurait eu Ouais. cette réaction. Et puis après, au-delà de ça, même aux États-Unis, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques quand j'ai lancé ça, parce qu'on me disait, mais comment tu vas en faire un business?
En gros, tout ce qui était impact, ça voulait dire pro bono, pas de business. Et moi, l'instinct que j'ai eu, et c'est vrai que Covid a complètement accéléré ça, c'était que non, l'activisme, c'est quelque chose qui est de plus en plus sexy dans tous les secteurs. Donc, j'étais persuadée que ça allait se passer dans la gastronomie aussi. Et donc, mon pari, ça a été de dire, j'aurais eu effectivement à la fois une branche où je vais faire beaucoup de pro bono, ce que je fais, ou alors aider de façon vraiment pas chère des gens indépendants qui en ont besoin. Mais de l'autre côté, il y aura aussi des grands groupes et des grosses marques qui vont comprendre l'intérêt de ces programmes et dépenser là-dedans. Et donc, je confirme que le business fonctionne. Et je pense que c'est important. C'est vraiment aussi pour moi l'objet de Polanski and Friends, c'est de montrer que l'activisme, ou en tout cas essayer de transmettre des valeurs dans la nourriture, c'est pas que un truc delta mondialiste, pas sexy, sans argent. Non, on peut en faire un truc qui marche, et je pense que c'est important de comprendre ça aussi. Oui, puis c'est important d'avoir des exemples comme ça pour donner aussi envie à d'autres Exactement. de s'y mettre. Oui, exactement. Une petite question aussi sur ton double regard franco-américain en fait sur le monde de la gastronomie. Souvent, on a l'impression que toutes les tendances dans le domaine, elles émergent, elles naissent aux États-Unis avant d'arriver en Europe et en France. Même si la France est peut-être un marché un peu particulier parce que il y a cette longue tradition, ce patrimoine culinaire. Ouais, comment tu vois les choses? Je pense que, alors, enfin, je pense que les tendances, bon, vont et viennent, ça dépend totalement. Il y a un peu des cycles, donc oui, il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, mais en ce moment, par exemple, à New York, tout le monde se met à faire des bars à vin nature et du Queen Amman. Donc, en ce moment, je vois beaucoup de choses venir d'Europe. Alors ça, le Queen Amman, j'aurais pas misé dessus, mais Le Queen Amman et les choux à la crème, c'est le nouveau hit à New York. Donc c'est marrant, non, je pense que en fonction de nos différentes histoires gastronomiques, on crée des tendances. Les États-Unis, c'est vrai que c'est un endroit beaucoup plus mixte, par exemple. Donc, tout ce qui est en train d'arriver maintenant en France, c'est-à-dire des restaurants coréens un peu cool, des restaurants moyen-orientaux un peu cool. Tout ça, ça fait bien longtemps que c'est déjà cool aux États-Unis parce qu'il y avait plus de diversité locale. Après, je pense que oui, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Europe aussi. Mais de manière générale, comme c'est une culture gastronomique plus récente aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a une ouverture d'esprit, je pense, beaucoup plus grande. Donc, on essaye plus de choses, que ce soit en cuisine, en design, en com. Je pense qu'il y a beaucoup moins de peur du jugement aux États-Unis et de peur du risque, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'est plus facile de créer des tendances, ouais. Ok. Et là, quelles sont, dans ce que tu as pu observer ces dernières années, ces derniers mois, les choses qui émergent aux États-Unis? Alors, d'un côté, comme je le disais, vraiment l'activisme dans la gastronomie aujourd'hui, et c'est pas juste un concept marketing, c'est que vraiment ça informe les menus, enfin les cartes qu'on voit sont beaux. Il y a beaucoup plus de soucis de sourcing, de sustainability, etc. Je suis désolée pour mes anglicismes. Il y a un vrai retour des cuisines régionales aussi. C'est vrai que Black Lives Matter et Covid ont vraiment mis au centre du débat ce problème de diversité dont j'arrête pas de parler, et de dire qu'il n'y a pas une cuisine américaine, il n'y a pas une cuisine africaine, il n'y a pas une cuisine asiatique. On est vraiment en ce moment en train de voir une explosion des cuisines régionales. Et puis, à part ça, je pense qu'avec Covid, on voit un vrai retour à la générosité, donc quelque chose de plus français, je dirais. Moins d'assiettes conceptuelles, moins de petites assiettes, plus de choses à partager. Je pense que ouais, l'anxiété actuelle ambiante a donné envie aux gens de revenir à des choses un peu plus simples, bien faites et généreuses. Ok. Il y a une question que je me pose. On n'en entend pas parler tant que ça en France, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui émerge plutôt dans les pays anglo-saxons. C'est la question de l'appropriation culturelle culinaire. Est-ce que toi, c'est un sujet que que tu vois aussi arriver? Ah bah, c'est passionnant, c'est un sujet qui me passionne. On en parle, je pense, beaucoup plus aux États-Unis d'ailleurs qu'en France, parce qu'il y a Ouais, cette en France, assez diversité. peu, ouais. C'est très compliqué. Moi,
Ce qui est sûr, c'est que, et ça, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux d'être aux États-Unis pendant Black Lives Matter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même peu de diversité dans les médias gastronomiques, en tout cas aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup de personnes d'une seule culture qui décident de quelles recettes on va mettre en avant, qui souvent hésiteront à mettre en avant des recettes d'autres origines parce que selon eux, c'est trop compliqué, c'est des ingrédients qu'on ne connaît pas. Et donc ça, c'est un problème parce que la presse gastronomique a un lectorat immense ici et c'est une vraie occasion manquée d'ouvrir l'audience à d'autres cultures. Ouais. Et donc le sujet cette année, ça a été bon, on commence maintenant à s'y mettre. Il y a beaucoup de chefs qui se mettent à utiliser du tahini et du ras el hanout et du za'atar et des choses comme ça. Et pour autant, on ne crédite pas les cultures concernées. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je comprends et je pense que c'est hyper important de tout simplement changer un peu les structures au sein des médias. Après, sur l'appropriation, c'est pas si simple parce qu'en même temps, la cuisine, selon moi, est toujours inspirée de quelque chose par définition. Ça fait 2 ans que je travaille sur un documentaire avec un ami libanais sur la gastrodiplomatie au Moyen-Orient. Et donc Ah, concrètement, génial. voilà, comment dans une zone extrêmement conflictuelle depuis 100 ans, comment essayer de rassembler les gens autour de la table et de leur montrer que, en tout cas d'un point de vue gastronomique, ils ont exactement la même culture et exactement les mêmes racines. Et ça a été passionnant de faire ces recherches parce que si tu vas 1000 ans, 2000 ans en arrière, tu te rends compte qu'en fait, les produits clés de la cuisine du Moyen-Orient ont été ramenés par Alexandre le Grand de Chine, d'Inde, de Russie. Or, aujourd'hui, on a ces hummus wars, tout le monde le Liban, l'Égypte, Qui fait le Israël, meilleur? Qui a Palestine, qui a créé? créé quoi, etc. Et ce que je comprends, parce que ça fait partie de l'identité, c'est important aussi de rendre à César ce qu'il y a à César, mais je pense que personne ne peut se targuer d'avoir créé quoi que ce soit, finalement. Mmh. Donc voilà, apprendre avec un grain de sel, c'est des débats que je trouve compliqués à avoir en France parce qu'on est souvent plus dans le théorique Ouais. et donc il faut donner une réponse à tout. Je pense qu'il n'y a pas de réponse, je pense que c'est du cas par cas et que c'est juste important d'être humain Ouais. et d'essayer de faire les choses bien, quoi. Non, mais je pense que tu as dit quelque chose de très juste aussi quand tu as parlé de donner le crédit, voilà, c'est aussi ça, je pense, la C'est ça. réponse, en fait, c'est, de dire d'où vient l'ingrédient, l'origine de la recette, enfin voilà, c'est non, mais c'est un Ouais, je pense qu'en fait, il faut le tourner de manière positive. mmh, Faudrait arrêter de perdre des opportunités de promouvoir d'autres cultures et de donner de la place à d'autres talents. Et en même temps, je pense qu'il faut pas non plus, si t'es français, cuisiner que du français. Si t'es chinois, mmh, cuisiner que du chinois. Je pense que c'est dommage aussi d'un point de vue artistique. Donc, ah, bien sûr. c'est juste le milieu. Et là, donc tu nous parles de ce projet de film. C'est prévu pour quand? Quel type de diffusion? Bonne question, bonne question. Ça a un peu avancé là, c'est vrai depuis l'année dernière, on a eu du coup plus de temps. Donc on travaille avec un super scénariste qui a gagné des Emmy Awards et tout ça et donc qui nous aide vraiment à développer les épisodes, ça c'est super. L'autre, la présentatrice ça va être 6 épisodes, c'est une mini-série documentaire qui va être présentée par Anissa Elou. Qui est un peu, je pense qu'elle va détester toutes les comparaisons, mais je sais pas, une Julia Child ou une Martha Stewart de la cuisine du Moyen-Orient, c'est vraiment, elle a écrit beaucoup de bouquins sur le sujet, elle connaît très très bien la région. On est en train de finaliser l'écriture. Si tout se passe bien, on passe en prod et j'espère qu'on pourra commencer à tourner plus tard cette année. Covid évidemment est un peu compliqué là en termes enfin pour les voyages. Bien sûr. Mais on est dessus. Mais ça a été un super processus pour moi parce que comme j'ai l'habitude de l'événementiel et des projets d'agence qui sont quand même assez courts, c'est un vrai test de patience, l'audiovisuel. Et en parlant de projets, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur le feu, que tu peux déjà partager avec nous ou? Ouais, absolument. Dans une semaine ou 2, on va lancer avec mon équipe et un super ami photographe food qui s'appelle Teddy Wolf. On lance une nouvelle newsletter qui s'appelle The Daily. Euh, Oh! et qui va 2 fois par mois, à chaque édition, mettre en avant un artisan culinaire. Oui. Voilà, et ça, c'est hyper excitant. En fait, je pense qu'en France, ça fait longtemps qu'on met en avant les artisans à peu près autant que les chefs. C'est vrai qu'il y a
on va exprès dans une charcuterie pour se Ouais. pâter en croûte et exprès chez un fromager pour... Et ça n'existait pas vraiment à New York, c'était pas dans la culture. Les gens allaient tellement au restaurant qu'on se souciait beaucoup moins des produits pour chez soi. Et donc, avec Covid, il y a eu un vrai shift. Soudainement, j'ai commencé à avoir un intérêt grandissant pour ces professions. Et pour autant, on retrouve pas ces gens dans les médias. Il y a pas vraiment de place. C'est pas vraiment des métiers qui ont été valorisés. De temps en temps, on mettra en avant un boulanger ou un pâtissier, mais on n'a pas comme en France chaque semaine où trouver les meilleurs éclairs, où trouver les meilleurs... Donc on s'est dit que voilà, qu'il fallait créer une plateforme pour non seulement donner cette information aux gens qui ne savent pas où chercher, et aussi promouvoir les artisans. Et c'est hyper excitant parce qu'à New York, il y a une telle variété. Là, on est en train de... Les premières éditions, ça va être un mec jamaïcain à Brooklyn qui fait un beurre de noix incroyable. Il y a une sino-malaisienne qui fait des cookies nouvel an chinois exceptionnels. On a un chef israélien qui fait un pain yéménite incroyable. Enfin, c'est vrai que c'est hyper excitant le type de produit qu'on peut trouver ici en ce moment. Ah, mais génial, j'ai hâte. Et d'ailleurs, ça me fait penser que on assiste ces derniers temps également à une émergence de newsletters de qualité dans le domaine de la food. Ouais, D'ailleurs, il me semble que tu as designé une newsletter française qui s'appelle Pomelo. absolument. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est aussi une tendance éditoriale. Les gens sont preneurs. Parfois, les newsletters ont été un peu galvaudés. Et là, il y a un retour à des contenus travaillés, de qualité. Absolument, ouais. Oui, bah, je pense que c'est plusieurs facteurs. Déjà, les gens sont plus chez eux et ont peut-être un peu plus de temps, donc Mhm. plus de consommation de contenu, que ce soit newsletter, podcast, comme tu le disais, Ouais. ou autre. Je pense aussi, peut-être par rapport à ce que je disais, le fait qu'on ait remis en question les médias traditionnels depuis quelques temps, et particulièrement cette année, fait qu'on a envie aussi de lire d'autres choses et des voix plus personnelles. Et moi, je trouve ça hyper excitant. Donc, en ce moment, on fait beaucoup on est un peu devenu une agence de design de newsletter. On a fait Pomelo, c'est un plaisir de travailler avec Ezekiel. Et puis Cécile qui a fait l'illustration. On a fait Alison Roman aussi récemment. Mhm. Donc non, on en fait plusieurs. Bon, la nôtre sera beaucoup plus courte. C'est vraiment basé sur de la photographie et puis petit questionnaire de Proust. Mais non, je trouve que c'est chouette de pouvoir trouver son audience directement. Hâte de voir ça en tout cas. On Merci. attend le daily. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un restaurateur ou un chef ou un food entrepreneur qui se lance dans la manière de présenter sa marque? Je pense que déjà, il faut vraiment savoir où on habite, comme on dit en français. C'est-à-dire, moi, je commence tous mes projets, j'envoie toujours un petit questionnaire de marque à tous mes clients. Et c'est des questions assez basiques, mais finalement, c'est un peu comme une thérapie. Ça les force à se poser les questions de base. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'essaie de faire avec ce projet? Comment j'ai envie qu'on parle de moi? Etc., etc. Et ça, surtout dans la restauration, qui est une industrie beaucoup plus spontanée, opérationnelle, trouver des solutions sur le moment. Je pense que souvent les gens ne prennent pas le temps de se poser en amont pour vraiment réfléchir à ça. Et ça me paraît essentiel parce une fois qu'on sait qui on est, c'est beaucoup plus facile de développer, Mmh. de briefer les équipes, de parler à la presse. C'est vraiment le guide pour tout. Donc ça, ce serait mon premier conseil, c'est avant même de produire quoi que ce soit, essayer de savoir vraiment définir le projet. Euh, et puis ensuite, avoir confiance en soi, hein, c'est quand même quelque chose. Euh, Souvent, je le vois plus en France et plus parmi les femmes, il y a toujours cette peur d'être un peu un imposteur, une Totalement. impostrice. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris au fooding. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir étudié les choses à l'école pour les faire. Je pense que tant qu'on y met du bon sens et de la rigueur, tout le monde peut faire à peu près n'importe quoi. Mmh. Il y a pas besoin du tampon officiel. Exactement. Ouais, là, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, dans ta vie professionnelle: «Ça y est, là, j'ai trouvé ma voie, c'est sûr, je suis au bon endroit», Je pense que ça m'a toujours paru assez. Enfin, honnêtement,
dès le fooding, j'ai eu un peu ce sentiment-là. Je suis assez, enfin, je suis pas très bonne dans mon boulot si je suis pas passionnée par ce que je fais. Donc, je me suis toujours débrouillée pour être dans des choses qui me paraissaient en phase avec mes désirs et mes capacités. Après, c'est vrai que récemment, et notamment avec Ask Chefs Anything, on a réussi à lever en cumulé à peu près $250,000. Ah, c'est énorme. C'est des centaines de milliers de repas livrés. Et ça m'a impressionnée moi-même. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est fou ce qu'on peut faire en équipe, en mettant simplement le temps, en mettant de la bonne volonté. Et, euh, et la crise existentielle que j'ai pu avoir à la fin d'MP Shift, où je me disais, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que c'est que ce métier où on dépense de l'argent pour créer des concepts de nourriture? Là, je me sens beaucoup mieux cette année. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et ouais, pouvoir faire des choses qui à la fois me passionnent et en même temps peuvent aider les autres, voilà, c'est super. Et est-ce que il y a eu toujours dans ta vie pro une rencontre décisive? Je vais me répéter, hein, mais Patricia Ziza, comme je le disais, Alexandre et Marine au fooding, clairement. Après, il y a des chefs aussi qui m'ont, je pense, vraiment marqué. Il y a quelqu'un comme je crois qu'il y a une question après sur mon restaurant préféré qui est la Mijan. C'est vrai, quelqu'un comme Stéphane Gégo chez la Mijan à Paris qui m'a montré ce que pouvait être la passion et la générosité d'un chef et comment faire les choses bien quand on est passionné. Quelqu'un comme Iñaki Espitart du Châteaubriand à Paris qui m'a montré à l'inverse comment être totalement dissident et suivre son instinct créatif sans respecter les codes. Mais aussi quelqu'un comme Dan Barber aux États-Unis, qui a Blue Hill Stone Barns, qui est un grand chef, mais aussi un grand intellectuel. Il fait énormément de recherches sur l'impact et comment mieux traiter notre planète et soi-même. Il a été conseiller des Obama, etc. Donc, enfin, je pense que c'était une des grandes influences aussi pour Polanski and Friends, quoi, prouver que la gastronomie, c'est pas que du plaisir, mais aussi une opportunité de réfléchir et de changer les choses. On va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Ma première question que je pose à toutes mes invitées, c'est est-ce que tu as l'impression que le fait d'être une femme a eu un impact sur ton parcours professionnel? Ça peut être positif comme négatif. Ouais. Alors, oui, enfin, sur le négatif, c'est vrai que forcément, en tant que femme, je me suis parfois retrouvée dans des milieux qui étaient un petit peu difficiles. J'ai eu beaucoup de chance, hein, ceci étant, parce que je me suis jamais retrouvée en cuisine, donc j'étais pas dans des milieux violents, mais la restauration, de manière générale, est quand même un milieu assez masculin. Donc, je pense qu'il fallait toujours un peu plus se prouver pour être crédible. Aussi, comme je fais de l'architecture d'intérieur, l'immobilier, c'est un milieu extrêmement masculin. Ça a parfois été dur d'oser négocier des contrats ou dire aux clients quand ils ont demandé plus que ce pourquoi on s'était engagé. C'est beaucoup plus difficile en tant que femme. Je pense qu'on nous aime bien quand on est gentil et créatif, mais quand ça devient business, Tellement. c'est plus compliqué. Voilà, donc ça, c'est le négatif, mais en même temps, j'ai eu la chance de ne pas souffrir d'abus plus profond que ça. Et je pense que ce négatif c'est parfois tourné en positif pour moi parce que ça m'a forcé, ça nous force généralement à être du coup beaucoup plus pro, beaucoup plus rigoureux et quelque part, c'est aussi intéressant, c'est un bon apprentissage. Mais c'est très bien que ce soit pas un apprentissage forcé. Exactement. Et de ce point de vue-là, est-ce que tu ressens une différence entre la France et les États-Unis dans la culture culinaire? Je pense notamment au fait qu'en France, le modèle qui est toujours prédominant en cuisine, c'est le modèle de la brigade, et qui est très souvent masculin et avec un fonctionnement pyramidal, enfin voilà, calqué sur l'armée, quoi, sur les brigades. Est-ce que c'est différent aux États-Unis ou pas? Alors, moi, évidemment, je suis à New York, hein, c'est pas les États-Unis, c'est un peu une bulle. Je pense que dans des villes comme New York ou Los Angeles, dans toutes ces grandes villes, en tout cas en ce moment et depuis quelques années, il y a un vrai souci du droit. Donc, le MeToo de la gastronomie est arrivé ici bien avant d'arriver en France. Les gens sont beaucoup plus procéduriers, le droit du travail est beaucoup plus mis en œuvre. Donc, je pense que
Ici, plus qu'en France, en tout cas, on n'a pas 10 ans d'avance, mais on a quelques années d'avance. Les gens font gaffe maintenant. On ne peut plus D'accord. abuser des femmes ou des personnes de couleur comme on le faisait avant en cuisine. Je pense aussi que comme il y a cette ouverture d'esprit dont je parlais et une culture gastronomique un peu plus récente, on a moins ce modèle Escoffier, Brigade. Il y a beaucoup de gens qui sont pas passés par des écoles de cuisine, d'ailleurs ici. D'ailleurs, parfois ça se sent malheureusement, mais l'avantage de ça aussi, c'est que oui, c'est des systèmes moins rigides. Après, ça reste le monde qu'on le connaît. Et moi, quand j'ai lancé mon agence, on a produit un jeu de cartes qui s'appelait We Are Chefs. Et en fait, on avait écrit We Are Female Chefs, mais on avait barré femelle. Donc, nous sommes des chefs femmes et on avait barré femmes. Et c'était un peu un pied de nez au Grand Prix gastronomique et par exemple le 50 Best qui avait des prix spéciaux pour les femmes chefs. Donc ça, c'est des choses qui existent dans le monde et aussi aux États-Unis et qui sont encore. Enfin, je peux même pas imaginer que ça existe encore, quoi. Donc, on reste en retard sur quelques sujets, mais c'est plus Après, moi ça m'a fait beaucoup réfléchir justement cette histoire de prix pour les femmes parce que, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que les femmes, en fait, ne gagnent jamais sinon les prix. Malheureusement, on en est toujours là, s'il y a un prix unique, bah, il ira toujours à un chef homme. Donc ça reste un énorme, on voit qu'il y a un énorme encore chemin à parcourir de ce point de vue-là. Ça, pour le coup, aux États-Unis, je pense en ligne avec ce que je disais à l'instant, c'est plus possible. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les James Beard Awards se sont fait défoncer. On peut plus. Ce serait la honte totale. Les médias deviendraient fous. Un prix qui n'honore ni femmes ni personnes de couleur De aujourd'hui, diversité, c'est plus possible aux États-Unis. En tout cas, depuis 1 an ou 2. OK. Je pense. Et dans ton environnement professionnel, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Que ce soit, bon, dans les gens avec qui tu collabores ou de manière générale? Oui, il y a que des femmes dans mon équipe, tout simplement. Après, on a toute une tribu de collaborateurs, qui sont de tout sexe et de toute culture et de toute expérience. Je pense que, enfin, je donnerais toujours des opportunités aux femmes si je peux, mais je pense que c'est aussi important, en tout cas d'un point de vue créatif, de pas se fermer à un type de profil parce que c'est toujours intéressant aussi Bien d'avoir sûr. différentes influences et un débat. C'est un sujet intéressant. Il y avait une entreprise à New York qui s'appelait The Wing, qui d'ailleurs a explosé l'année dernière. Et c'était un espace de coworking pour les femmes uniquement. Et j'avais trouvé ça intéressant au début. Et puis finalement, je ne m'y suis jamais inscrite puisqu'on n'avait pas le droit d'amener des hommes en rendez-vous au bureau. Et j'ai toujours, moi, ça n'a jamais été mon école. En tout cas, j'ai toujours dit, mais comment on peut changer le monde en tant que femme si on n'a pas le droit si on ne peut pas dealer avec des hommes, quoi. Malheureusement, Non. ça me Et puis, paraît il faut que les hommes soient une partie de la solution du Exactement. problème de l'inégalité, bien sûr. Exactement. Est-ce que tu as l'impression que ces dernières années, la place des femmes change dans le monde de la gastronomie? Enfin, toi, quelle est ta vision des choses? Ouais, je pense, pour les raisons que j'exposais à l'instant, je pense que les femmes sont plus mises en avant, on leur fait plus confiance pour être, en charge, chef. Non, je pense qu'il y a ce mythe du bro, du chef très masculin, tout ça, c'est un peu en train de déchanter, j'ai l'impression. Et tu aurais un conseil à donner à une femme qui serait inspirée par ton parcours et qui voudrait en fait, marcher sur tes traces? Je pense encore une fois, c'est vraiment la confiance en soi, quoi, et ce truc du syndrome d'imposteur qu'on a toutes, hein, en gros, moi y compris. Je pense qu'il faut, c'est bien d'écouter cette petite voix et d'être humble et de, comme je le disais, en même temps, être rigoureux pour avoir des résultats, mais en même temps, il faut aussi écouter l'autre petite voix sur l'autre épaule qui dit non, 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 si tu as envie de faire ça, il y a une raison, tu en es capable et tu vas le prouver. Et je vois souvent, encore une fois, c'est et féminin et français, cette espèce de peur de se vendre, cette peur de s'auto-complimenter en public, cette peur de négocier des honoraires justes. On a toujours peur d'être too much, quoi, en tant que Exactement. fille. Et non, je pense qu'il faut vraiment y aller au culot. Au final, c'est comme les relations amoureuses, hein. Les gens vous aiment si vous avez confiance en vous. Donc, je pense que c'est pareil avec les clients. Il faut juste assurer derrière.
Pour finir sur ce sujet, même si tu en as déjà cité quelques-unes, est-ce qu'il y a des femmes qui ont, compté dans ton parcours? Donc ça peut être soit des femmes avec qui tu as vraiment travaillé, mais ouais, tu en as cité quelques-unes. Ça Ouais. peut être aussi des femmes qui ont été des sources d'inspiration sans que tu les connaisses personnellement, ça peut être un peu des grandes Ouais. figures ou des collaborations. Oui, alors dans le boulot, j'en ai parlé. Encore une fois, elles vont m'adorer. Donc Patricia Zida, et puis Marine du fooding, hein, qui est quand même une force de la nature, qui m'a beaucoup appris. Après, en termes de figure pensante, bon, c'est un peu pop, mais j'avoue que j'ai été assez influencée par Arianna Huffington, la fondatrice du Huffington Ouais. Post. Elle a écrit plein de bouquins, mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué il y a des années maintenant, qui s'appelait Thrive en anglais. Je ne sais pas trop quel est en français. Je vous retrouverai le titre. Mais c'est un livre. Le livre commence, en fait, elle explique qu'elle était surmenée. Elle avait monté ce groupe de médias, Huffington, et puis elle investit partout. C'est vraiment une grande entrepreneuse. Et puis un jour, elle tombe d'épuisement sur sa table, sur son bureau, et elle se prend le coin de la table dans l'œil, et elle a failli perdre son œil. Elle part à l'hôpital. Et ça, c'est un sonnette d'alarme. Elle réalise qu'il faut absolument qu'elle commence à prendre soin d'elle, que c'est pas possible de risquer son œil parce qu'elle travaille trop. Et du coup, elle s'est mise à explorer plein de méthodes et de façons de prendre soin de soi. Donc, à la fois la méditation, l'exercice, le Le sport, sommeil. le sommeil est hyper important dans son livre. Et ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que ça vient d'un entrepreneur. C'est pas un livre de gourou du développement personnel. Elle a des vraies études scientifiques à la clé qui prouvent que tout ça, c'est bien pour soi, mais c'est aussi bien pour la productivité au boulot, qu'en fait, c'est un cercle vertueux, quoi. Plus on prend soin de soi, mieux on travaille, plus on peut prendre soin de soi. Et ça, je l'ai lu à un moment donné où j'étais, je pense, en plein fooding aux États-Unis, où on bossait comme des malades, puis j'étais plus jeune, je voulais tout donner. Et en fait, c'était pas très équilibré et ça a énormément changé mon point de vue sur les choses. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important dans ma vie et je suis assez sérieuse là-dessus avec mes employés aussi. Je les Mmh. force à quitter le bureau assez tôt, je les force à prendre du temps pour elles, je les encourage à faire du yoga. Si on a des rushs, je leur impose de prendre un jour off après. Enfin, je Mmh. je pense que c'est vraiment vertueux pour tout le monde et donc c'est un vrai conseil aussi pour les filles en général qui ont l'impression de devoir donner plus. Il faut quand même prendre soin de soi. Voilà. Et puis après, non, j'ai de la chance d'avoir des amis assez formidables. Je pense à plusieurs femmes incroyables, touche à tout. Aurélie Saada, des Brigitte, par exemple, Ah ouais. avec qui on a aussi un club gastronomique qui s'appelle Mais l'Académie non! Kayla, qui a un plat juif tunisien dont on raffole. Et Aurélie, elle m'inspire toujours beaucoup parce qu'elle est à la fois chanteuse, compositrice. Là, elle vient de réaliser un film. Mmh. Elle a toujours plein d'idées. J'aime bien comme ça les gens versatiles aussi. Saskia de Rothschild qui s'occupe des vins, Château Lafite, etc. Mais qui est aussi une super écrivain, qui a aussi écrit des films, qui vient de sortir un bouquin magnifique sur sa famille. Enfin, je suis toujours assez attirée, voilà, comme je le disais au début, par ces profils touche à tout qui n'ont pas peur d'essayer différentes choses. C'est vrai que c'est hyper inspirant pour moi. Anna, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire, Girls in Food, donc des questions pour mieux te connaître. Quel serait ton coup de cœur food, le plus récent? Alors la période est un peu compliquée, mais ça peut être, un resto, ça peut être, ça peut être un livre, ça peut être un vin, ça peut être ce que tu veux. Alors, il y a plusieurs choses. En food, j'ai découvert il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'être présentée à une super chef iranienne qui s'appelle Nazrine, qui est une réfugiée à New York, qui est ici depuis 4 ans. Et on l'aide depuis quelques mois à développer sa ligne. Elle fait des confitures iraniennes et des biscuits iraniens exceptionnels, notamment une confiture carotte safran qui est à tomber par terre. Ah! Donc ça, voilà, je vous conseille si vous passez un jour à New York. Et puis dans les livres, il y en a plein et c'est moins nouveau, mais j'ai déménagé récemment, donc j'ai ressorti mes livres de cuisine et puis je me suis replongée dans Kalamata, qui est un livre de Julia Samut, qui est à l'épicerie L'Idéal à Marseille. Euh, et ce livre est vraiment un petit bijou. C'est un livre très beau. Et c'est à propos d'une famille qui a des champs d'olives en Grèce, donc à côté de Kalamata. Et j'aime beaucoup parce que le livre, c'est à la fois des recettes, mais c'est aussi vraiment l'histoire de cette famille. Elle est
s'entretenir de manière très personnelle avec tout le monde dans cette famille. Et ouais, c'est un petit bijou. Je recommande vivement. S'il y a un plat qui devait résumer ton enfance? Les coquillettes jambon fromage. Ça, c'était mon grand kiff. Et puis parfois, quand mes parents me partaient et me laissaient seule à la maison, je demandais à mon papa de me faire des dîners fins. J'appelais ça des dîners fins. Et il me faisait des escalopes au marsala. Et ça reste aussi un vrai souvenir. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté et que tu n'as jamais oublié? Ouais, alors il y en a plusieurs, mais un que je garde toujours en mémoire, c'est un plat que j'avais mangé il y a peut-être 15 ans à la Bastide Saint-Antoine, dans le sud de la France. C'est le chef Chibois à Grasse. Et c'était des petites pâtes perlées, je crois qu'on appelle ça frégoula ou couscous israélien, Ah, sans fonction, mais ouais. c'est vraiment des pâtes. Ou Fregola Sarda peut-être? C'est ça, frégola sarda. Et donc, c'était ces petites pâtes, ces petites boules dans du jus de veau avec de la langoustine fraîche dessus. Et Mmh. c'était assez exceptionnel. En fait, j'adorais cette idée dans un restaurant gastronomique, mais d'avoir des pâtes au jus. C'est quand même, il n'y a rien de meilleur. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? Ouais, alors aux grandes dames des foodies autour de moi, je n'aime pas du tout l'oursin. C'est un peu la honte dans mon milieu. Mais j'avoue que je trouve ça poissonneux, la texture, ça m'intéresse pas du tout. J'aime pas du tout ça. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine? Ouais, alors on fait toujours notre vinaigre avec mon mari Ah! et c'est vraiment le facteur secret de toutes nos recettes. En fait, dès que nos vins sont passés, bon, parfois on boit beaucoup de vin nature et parfois ça se conserve un petit peu moins longtemps, ou alors parfois on nous apporte des vins qu'on aime moins. Et ben on vide tout dans un bocal et puis le vinaigre se fait tout seul, le vin fermente et ça fait du super vinaigre de vin. Donc je conseille ça à tout le monde. C'est un bon plan Une pour super vider les astuce. bouteilles passées. Ouais, carrément. Et quelle est ta recette fétiche, que tu fais tout le temps à la maison? Je fais beaucoup de pis saladière. J'adore ça. Ah! C'est toujours pratique parce qu'on a toujours un fond de pâte quelque part où on peut faire une pâte sablée en 2 secondes, une pâte feuilletée et puis anchois, oignons. Donc tu trouves toujours ça au déli du coin, à l'épicerie du coin. Et puis enfin, moi je trouve ça délicieux. Puis c'est même quand tu reçois, c'est toujours assez impressionnant cette grande tarte aux oignons et aux anchois. Et justement, quand tu es en cuisine, qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes de la musique, la radio? Est-ce que tu travailles en silence? Alors, quand je suis seule, j'aime bien écouter des podcasts. Récemment, j'ai écouté, comme tout le monde en France, et peut-être une nuit, le podcast de Charlotte Pudlowski, Ouais. qui m'a chamboulée, évidemment, comme tout le monde. Et puis non, quand on a des invités, de la musique, j'ai quelques playlists un peu mythiques, dont une qui s'appelle Apéro, qui est un mix assez parfait de musique ambiante et cool. Donc, beaucoup de musique d'Amérique latine, Brésil, Colombie, Mexique, mais puis aussi beaucoup de la musique classique. J'adore la musique italienne des années 50, enfin, que des choses assez joyeuses, mais pas trop perturbatrices pour le dîner. Là, question peut-être difficile pour toi. Tout à l'heure, tu as laissé entendre qu'il y avait un resto coup de cœur dans ta vie. Dis-nous, raconte-nous s'il ne devait rester qu'un seul resto, Ouais, lequel ce c'était serait? difficile. Il y a beaucoup de restaurants que j'adore, mais s'il n'y en avait qu'un, ce serait la Mijan, qui est Ouais. dans le 7e arrondissement à Paris, le chef Stéphane Gégaud. C'est de la vraie cuisine de bistrot, mais exceptionnelle, avec vraiment sa patte de chef. Et c'est extrêmement généreux et il y a vraiment des plats mythiques. Bon, le riz au lait de la Mijan, ce serait Mmh. pas un scoop hein, pour beaucoup de Parisiens qui nous écoutent, mais ça reste. Pour mes 30 ans, j'avais commandé des dizaines et des dizaines de saladiers de riz au lait au caramel, au beurre salé. Je voulais ça, pas un gâteau. Il fait ouais, j'ai un souvenir de paleron, un paleron de bœuf. Avec des herbes brûlées à la minute. C'est que des choses comme ça, vraiment très terriennes, très généreuses. Il a un sens du produit incroyable. J'adore. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a encore un resto qui te fait rêver ou que tu adorerais découvrir? Ouais, ouais, évidemment, je travaille beaucoup sur des problématiques environnementales en ce moment et politiques dans la restauration. Et donc, un resto que j'ai toujours voulu tester s'appelle Silo. Et c'est maintenant à Londres. Il était, je crois, à Brighton avant, donc c'est en Angleterre. Mmh. Et c'était
le premier ou un des premiers restos complètement sans déchets, zero waste. Donc, il utilise tous les ingrédients de... Il n'y a pas de reste, il ne jette pas les fans à la poubelle. Tout ce qui est art de la table, assiette, etc., tout ça est produit également de manière écologique. Aucun gâchis. Donc, ça fait des années que je suis assez curieuse d'aller essayer ça. Ok. Et dernière question de cette interview, à quelle femme tu aurais envie de passer le relais? Quelle femme tu aimerais entendre au micro de Girls in Food dans un prochain épisode? Alors, c'était aussi une question difficile, mais je lisais beaucoup récemment sur Anto Cocagne, Ouais, qui a le l'air chef d'être Anto. une femme super, quoi, qui est du Gabon, hein, je crois, et qui a fait l'école Ferrandi, d'ailleurs, comme toi, et qui s'évertue et par la télé et par un livre qu'elle a sorti, et puis dans tout ce qu'elle, je crois qu'elle elle a créé aussi un événement sur le sujet. Elle essaie vraiment de changer les clichés et les stéréotypes sur la cuisine africaine en France. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Enfin, on en parlait, mais c'est une des raisons qui fait que j'adore la gastronomie aux États-Unis, c'est cette fameuse diversité. Et je trouve que ça manque énormément en France. Même aujourd'hui, ça commence à bouger, mais j'ai quand même l'impression que 90% des nouveaux restos sont des bars à vin, néo-bars à vin, bistrot, néo-bistrot. Donc, il nous faut vraiment des gens comme elle pour Ouais, changer les idées reçues, quoi. absolument. Merci beaucoup, Anna Polonsky. Merci, Adeline. À très bientôt. À bientôt. Un grand merci à Anna Polonsky pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.